Question impertinente. Se faire traiter de français moyen, cela ne friserait-il pas l'outrage? Et pourtant, les 3/4 des Français se revendiquent de la classe moyenne. Mais quand Sheila proclamait en chanson sa fierté d'être une fille de français moyen, ses parents vendaient des bonbons sur les marchés, c'était dans les années 70. Maintenant, avec la crise, les classes moyennes ont le sentiment d'être dans les wagons qui se sont décrochés de la locomotive de la croissance. Elles se sentent sacrifiées et s'angoissent de la montée de la précarité, désorientées par la panne persistante de l'ascenseur social. Avec, dans cet ascenseur, de plus en plus de jeunes diplômés qui vivent douloureusement un sentiment de déclassement. Frustrées et mécontentes, ces classes moyennes sont-elles des bombes à retardement prêtes à exploser à la figure du futur élu? Ni indigents, ni opulents, ces millions de Français naviguent inquiets entre les moins aisés, allocataires de minima sociaux, et les plus aisés, pour qui le quotient familial fonctionne à plein. Autrement dit, celles et ceux qui ne bénéficient d'aucune aide et d'aucun coup de pouce fiscal. D'où cette question impertinente, les classes moyennes sont-elles les dindons de la République ? Bienvenue sur le plateau d'Impertinence pour un nouveau débat sur une question tout à fait iconoclaste. Un débat qui sera rythmé par les dessins du camarade T-News qui est revenu de vacances. Il a droit au congé payé comme tous les bons salariés, avec ses caricatures extrêmement classe. En voilà déjà une. Vous aurez d'autres illustrations de son talent dans le débat. Débat rythmé également pour nos oreilles sensibles par mon buzzer adorable, mon buzzer anti-langue de bois, mais je pense que c'est pas du tout la spécialité de nos deux invités de ce soir. Nous, aujourd'hui, un débat de jeunes, comme on dit. À ma gauche, Najat Vallaud-Belkacem, 29 ans, né au Maroc. À 4 ans, vous avez retrouvé votre famille en France avec le regroupement familial. Diplômé de Sciences Po, juriste, entre un moment chargé de mission au cabinet de Gérard Collomb, le maire de Lyon, conseiller régional socialiste en région Rhône-Alpes, et puis depuis peu, porte-parole de Ségolène Royal. Auparavant, dans son staff, vous occupiez des questions d'éducation et d'insertion. À ma droite, Laurent Wauquiez, 32 ans, élu donc 31, donc élu à 26 ans, donc toujours Benjamin de l'Assemblée. Alors une pluie de diplômes, Sciences Po, Normal Sup, agrégation d'histoire, ENA, donc une tête bien faite, et nous le souhaitons bien faite, bien pleine. Député UMP de Haute-Loire, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que selon, pour vous, on va avoir une petite demi-heure pour préciser la pensée, mais rapidement, est-ce que selon vous, les classes moyennes sont les dindons de la République? Najat, par... honneur aux dames. Difficile de répondre par oui ou par non à votre question, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait le sentiment que les classes moyennes étaient celles qui, par leurs études ou par leur emploi, pouvaient prétendre légitimement à progresser dans la hiérarchie sociale, et que depuis quelques années, on a le sentiment au contraire que c'est celles qui ont le plus de peur, d'inquiétude, et notamment l'inquiétude du déclassement social. Et je crois que la question se pose en particulier pour les plus jeunes, puisque là où il y a 30 ans, dans les classes moyennes, c'était les quinquagénaires ou les sexagénaires qui pouvaient avoir peur pour leur quotidien et leur avenir, c'est aujourd'hui les trentenaires qui subissent la hausse des prix, la stagnation, voire la baisse du pouvoir d'achat, la hausse des prix de l'immobilier. Donc je crois en effet qu'il y a une vraie question sur les classes moyennes aujourd'hui. Laurent Wauquiez, vous faites la même analyse? Oui, je suis même beaucoup plus clair. Je pense que les classes moyennes, aujourd'hui, c'est vraiment le trou noir de la République française. C'est ceux qui sont oubliés. J'ai deux exemples très clairs qui sont en plus tirés de mon expérience en Haute-Loire. Le premier, s'agissant des bourses. Deux parents qui sont tous les deux au SMIC. Aujourd'hui, en étant au SMIC, vous avez accès à aucune aide en termes de bourse pour vos enfants qui vont étudier. Deuxième exemple, c'est une jeune femme qui travaille comme chef d'équipe dans un atelier dans une entreprise textile et qui m'a dit, moi, quand je me lève le matin à 5 heures du matin, que je vais travailler dans mon entreprise et que je fais mon compte quand je reviens chez moi, je gagne moins que si jamais j'étais resté au RMI parce que j'ai perdu toutes les aides à côté. Et je me dis, à quoi ça sert? Est-ce que la République me donne ma place? Mais juste un point, c'est que oui, mais il n'y a pas de fatalité. Et ça, c'est des choses qu'on peut inverser. Je pense que c'est un diagnostic, et d'ailleurs l'émission d'aujourd'hui en est le reflet, qu'on commence à avoir. Nous, par exemple, très clairement, notre programme est centré aujourd'hui sur les questions et les problèmes des classes moyennes. Parce que vous avez le sentiment que ça peut être une bombe électorale à retardement, justement. Non, mais c'est vrai, avec cette somme d'anxiété, de désespoir parfois, des gens qui peuvent être tentés de voter un petit peu n'importe quoi pour faire exploser un système qui
qui ne leur apportent finalement rien ou qui ont le sentiment de rien avoir gagné? Moi, j'ai un département qui est très caractéristique de ça. La Haute-Loire, c'est effectivement un territoire de classe moyenne où les gens travaillent et où il y a ce sentiment de désespérance. C'est clair, ça nourrit de façon extrêmement importante le vote extrême. Alors, juste ma réponse quand même, j'espère que c'est ça et que vous n'allez pas me mettre un coup de buzzer, c'est que si on veut le traiter, c'est parce que c'est d'abord un problème de société et accessoirement, c'est un problème politique. Mais le problème, c'est d'abord un problème de société parce que je crois que réussir l'ascenseur social, contrairement à une idée souvent reçue, c'est pas s'occuper forcément des familles les plus démunies et les plus fragilisées, c'est faire en sorte que ça marche aussi au niveau des classes moyennes. Parce que s'il y a un trou noir au niveau des classes moyennes, vous pouvez mettre toutes les passerelles, tous les outils gadgets de coopération avec les ZEP, avec les familles les plus fragilisées, s'il y a le trou au niveau des classes moyennes, on s'en sort pas. Est-ce que le PS a la même préoccupation? Écoutez, moi, je m'étonne de partager à ce point-là le constat de M. Wauquiez et j'ai juste envie de lui poser une question. Pourquoi diable n'avez-vous pas remédié à ce problème plus tôt? Parce que moi j'ai plutôt le sentiment parce que ça date d'il y a 20 ans, on ne va pas faire de polémique là-dessus, c'est vraiment un sujet partagé. Mais aujourd'hui la situation c'est que depuis 5 ans, la précarité, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine du logement, que ce soit à l'école, la précarité n'a fait qu'augmenter et je crois qu'avant de s'intéresser, là je suis d'accord avec vous, à une question politique qui est de dire pour qui vont voter ou est-ce que c'est une bombe à retardement que ces classes moyennes, je crois qu'il faut d'abord tirer le bilan de ce qui a été fait ou n'a pas été fait et essayer de remédier à cela. Par exemple, qu'est-ce que vous critiqueriez en premier? Qu'est-ce que vous proposeriez en premier pour par exemple, l'état de déshérence dans lequel se trouve aujourd'hui l'éducation nationale, les premiers à en pâtir, c'est les classes moyennes, pour la simple et bonne raison que c'est les classes moyennes qui aujourd'hui assurent encore un semblant de mixité dans les écoles situées dans les ZEP, par exemple. Les 125 000 postes d'enseignants, d'aides éducateurs, d'infirmiers qui ont été supprimés dans l'éducation nationale en 5 ans, ça fait des écoles en mauvais état, des professeurs pas motivés et des élèves mal formés. Par exemple, l'emploi, la création du CNE ou la tentative de création du CPE, c'est une précarité encore plus forte de l'emploi, alors même qu'on sait que le principal problème, vous évoquiez les jeunes tout à l'heure, c'est le principal problème des jeunes, c'est l'accès à l'emploi. Est-ce que c'est une solution que de leur proposer des emplois au rabais ? Par exemple, le logement, quand on sait qu'il y a des communes aujourd'hui qui s'exonèrent de leur obligation de construire 20% de logements sociaux, alors que 2/3 de la population française aurait droit, pourrait prétendre à un logement social, Ségolène Royal propose non seulement une construction massive de logements sociaux, mais aussi de se substituer aux communes qui refusent les 20%. Pour nourrir ce débat, nous allons y revenir tout de suite. Je vous propose de voir le diagnostic. On parle beaucoup justement de malaise des classes moyennes. Eh bien, Germain Andrieux a eu l'idée de se placer justement dans les pas d'un médecin généraliste pour étudier ce diagnostic. Mon docteur ne va pas très bien. Ce docteur, c'est Fabien Quetteville, un médecin généraliste installé en région parisienne. Je ne suis pas un homme riche, c'est pas le but. Il a besoin de parler. Et contrairement aux idées reçues, ce jeune praticien l'avoue, il est loin de rouler sur l'or. Ce qu'il a sur le cœur. Aujourd'hui, on peut dire que ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis installé, c'est 3 ans où il a fallu faire un petit peu attention et c'était pas forcément évident. Il a tous les symptômes du blues des classes moyennes. Sur le pont 6 jours sur 7, il enchaîne souvent des journées de 10 heures. Oui, madame Roselyne, j'ai vu votre gendre hier, donc je vous donnerai la feuille de soins et l'ordonnance. Il est là, derrière son bureau. On peut même voir sa... Quand vous arrivez, c'est le premier jour où vous travaillez, que vous savez que vous allez avoir 2 000 € de charges à payer à la fin du mois. Vous réfléchissez un peu, vous êtes content de faire votre métier parce que vous êtes content d'être installé, vous êtes content d'être arrivé à votre but. Et vous vous dites, bon, il va falloir que je fasse au moins 100 consultations dans le mois. Personne ne me connaît, comment je vais faire pour recruter des patients. Mais on y arrive. Mais j'avoue que c'est quelque chose d'assez stressant qui perturbe un petit peu mon métier. Et pour ce généraliste, la pilule est difficile à avaler. Le diagnostic est sans appel. Plus de 10 ans d'études et 2 concours de haut niveau, et le pouvoir d'achat n'est pas au rendez-vous. On ne peut pas demander aux gens de faire 10 ans d'études et de gagner